comment personne dit waouh quoi. Mon voyage au Japon, bienvenue dans la première partie. Aujourd'hui, on part découvrir Tokyo. Plus tard, dans une autre vidéo, on ira du côté de Kyoto et ensuite d'Osaka. Pour un total de 4 journées à Tokyo, nous commençons ce voyage à l'hôtel Célestine, puis la Tokyo Tower, la Karinamimon Gate Sensoji et enfin Tokyo Skytree Town. Concernant les indispensables, prenez un adaptateur, c'est très important, la carte Suica et de l'argent en espèces pour pouvoir recharger celle-ci. Nous pouvons enfin commencer cette aventure, donc The Celestine Tokyo Shiba, un hôtel vraiment magnifique. Les chambres étaient très confortables pour environ 155 € par nuit, 2 personnes à Minato. L'emplacement est idéal, les murs sont isolants, le service était vraiment irréprochable. Le petit 7-Eleven à côté qui est très pratique. On va dire le seul défaut pour cet hôtel, c'est que les chambres étaient vraiment petites. Mais voilà, il y avait beaucoup de prestations, une baignoire, une télé. Tout était de très très bonne qualité. À 15 minutes à pied de l'hôtel, nous sommes allés à la Tokyo Tower, un incontournable au Japon. Je vous conseille d'aller au 7-Eleven en face de la Tokyo Tower où j'ai pu essayer un pain à la fraise. C'était vraiment exceptionnel, c'est mon dessert préféré dans les 7-Eleven au Japon, foncez. Je vous recommande vivement d'aller à cet endroit pour le calme et le petit sanctuaire qui se trouve à côté, c'est vraiment très 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 agréable. Profitez-y avant qu'il y ait trop de monde dans les années à venir. Aussi, comme dit précédemment, prenez votre Suica pour tous les transports en commun, en tout cas à Tokyo. C'est pratique, il faut recharger avec de l'argent en espèces. C'est toujours propre, il y a quelques règles à tenir comme ne pas parler dans les transports en commun et ne pas être au téléphone. Kaminarimon Gate Sensoji. Contrairement à la Tokyo Tower, je vous conseille d'y aller très tôt étant donné que la Skytree Town est à côté. C'est un repère à touristes. Ici, on est devant la porte Kaminarimon qui marque l'entrée du temple Sensoji, l'un des plus anciens et des plus importants de Tokyo. À l'origine, le temple remonte au 7e siècle. Même si la porte qu'on voit aujourd'hui a été reconstruite plusieurs fois après des incendies et des guerres, sa lanterne géante est devenue un symbole emblématique de Tokyo. Et surtout, c'est le point de passage qui marque l'entrée dans un Japon plus traditionnel au cœur du quartier d'Asakusa. Cette fontaine avec des dragons est liée à un rituel de purification. Dans la tradition japonaise, le dragon est associé à l'eau et aux divinités protectrices. Avant d'entrer dans un temple, on se lave les mains et parfois la bouche pour se purifier. Cela marque le passage vers un lieu sacré. Une fois à l'intérieur, les visiteurs jettent une pièce, font une prière en silence puis s'inclinent. C'est un geste de respect et une façon de s'adresser aux divinités ou aux figures bouddhistes. J'étais très content de voir aussi les carpes koi. Elles symbolisent la persévérance, la force, mais aussi la réussite. Dans la tradition, une carpe capable de remonter la rivière devient un dragon. C'est pour cela qu'elles sont associées à l'effort et à la progression. Tokyo Skytree Town. À quelques minutes à pied de Sensoji, c'est le lieu idéal pour trouver boutiques et restaurants. Il y a même une exposition hebdomadaire. Aujourd'hui, c'était sur l'anime Madoka Magica. Après être allé au magasin Snoopy, que je vous recommande, j'ai ensuite pris le temps de découvrir les différents magasins. Vous pouvez y trouver des souvenirs divers et variés à un prix attractif. Je vous invite aussi à aller voir le Pokémon Center de la Skytree Town. Il est magnifique avec son Rayquaza. Même s'il y a beaucoup de monde, je pense que ça vaut le détour. J'ai personnellement pris ces 3 produits. Enfin, j'ai pris des takoyaki au fromage et aux œufs. C'était excellent pour environ 4 €. Petit tour en taxi pour arriver au Musée national de Tokyo. Il détient plus de 100 000 objets, des œuvres d'art et objets archéologiques du Japon et d'Asie de l'Est, dont plusieurs trésors nationaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'une seule partie de la collection est exposée. Donc le musée est vivant, peu importe quand tu y vas, il sera toujours unique. J'ai sélectionné quelques œuvres variées, passant par la céramique, les statues bouddhistes, la calligraphie, le dessin à l'encre de Chine. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaira dans ce musée. L'objet le plus marquant pour moi, ce sont les statues Nio, des gardiens des temples bouddhistes.
Leur rôle, c'est de protéger contre les mauvais esprits. Ils vont toujours par deux, une avec la bouche ouverte et l'autre fermée pour symboliser le début et la fin. Pour information, le musée est très grand, donc je vous invite à prendre votre temps durant cette visite. Il y a beaucoup d'objets artisanaux incroyables. Prenez le temps de regarder les détails cachés et savourer le moment présent. Le magasin est pour moi le lieu le plus complet pour faire vos achats. Il y a tout type d'objets, pour la plupart faits au Japon, peu coûteux et de très bonne qualité. J'ai personnellement pris un foulard de table imprimé à la main au Japon et des impressions d'œuvres d'art du musée. Enfin, je t'invite à aller au parc à côté du musée, le parc du Néo, où tu peux y trouver, avec un peu de chance, de la nourriture street food et profiter d'un magnifique coucher de soleil. Jour 2. Team Labs Planet Kamakura-shi est à Akihabara. Team Labs Planet, c'est un musée immersif où tu fais partie de l'œuvre. J'ai trouvé le lieu original, tout est en mouvement et bien pensé. Tu avances de zone en zone, chacune liée à un élément naturel. Ce que j'ai trouvé très audacieux, c'est que tu rentres en petits groupes. Donc tu as vraiment l'impression d'être en petit comité, ce qui rend l'expérience plus immersive et agréable. Tu peux facilement y passer plusieurs heures, donc prends ton appareil photo et garde de précieux souvenirs. Comme vous l'avez probablement deviné, ma zone préférée est la zone lumière. Je la trouvais vraiment intrigante et magnifique. Grâce au miroir, chaque lumière était reflétée et donnait une dimension d'infinité au lieu. Le décor de la forêt est aussi un lieu intéressant. Il y a de vraies plantes autour de vous, en mouvement. Cela ajoute une dimension magique et féerique. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les lieux réagissent avec ta présence. Donc chaque expérience est vraiment unique. Enfin, Team Labs proposait comme dernière zone une forêt avec des animaux éteints. À l'aide d'une application mobile, tu devais les scanner afin de mieux comprendre leur zone géographique et quand ils ont disparu. J'ai trouvé cette expérience intéressante. Cela te permet de réaliser à quel point chaque espèce est éphémère. Et je trouve ça beau de rendre hommage à ces animaux qui ne sont plus visibles à l'heure d'aujourd'hui. J'ai fait une petite exception, on sort de Tokyo pour découvrir un endroit un peu différent, plus calme, chargé d'histoire et proche de la mer. Un lieu connu pour ses temples et ses sanctuaires, Kamakura. J'avoue avoir craqué pour un McDonald's, je ne vous le recommande pas. À Kamakura, simplement, par manque de temps et d'organisation, j'ai privilégié ce choix. Pour aller à Kamakura, il faut prendre un train historique. Étant passionné de train, j'ai vraiment apprécié ce moment. Fait intéressant, Kamakura est l'ancienne capitale du Japon. Cela remonte à l'époque samouraï. Aujourd'hui, tu ressens encore cette ambiance dans les rues, des bâtiments traditionnels et plein de petites boutiques artisanales japonaises. Après cette courte balade, je suis allé au temple Hasedera. Ce que je ressens dans ce temple, c'est qu'il y a beaucoup de spiritualité, de connexion avec la nature. En effet, tu vois beaucoup de fleurs, de paysages, tout est fait pour créer une ambiance calme et apaisante. Un détail marquant, ce sont ces toutes petites statues. Ce sont des jizo, des figures bouddhistes associées à la protection des enfants et des âmes. Globalement, tout le lieu invite à ralentir, à observer et à prendre le temps, ce qui contraste complètement avec le rythme de Tokyo. Au Japon, les temples ont des blasons, appelés mon, des symboles qui représentent leur identité. Aussi, Je vous invite à acheter les livres dans les temples. Ils sont très souvent traduits en anglais, de bonne qualité et très peu coûteux. en fait, c'est vraiment un lieu où tu ne peux pas être énervé ni stressé. Je trouve que c'est parfait pour se sentir mieux, prendre le temps de regarder la beauté du monde. J'ai ensuite trouvé un magasin qui m'a captivé où vous pouvez acheter des boîtes de musique, des objets insolites et tout cela à des prix divers et variés. Je me suis ensuite baladé et je suis tombé par hasard devant un sanctuaire. Je suis ensuite allé à Kotokuin-in afin de voir l'un des monuments le plus importants de Kamakura, le Grand Bouddha. Datant du XIIIe siècle, il mesure 11 mètres et représente Amida, le Bouddha de la lumière infinie.
Il est aussi possible de voir à l'intérieur. On comprend tout de suite que ce fut un vrai challenge pour l'époque de le construire. Pour terminer en beauté, je suis allé à la mer. C'était comme un film, tout le monde était heureux. C'était très romantique, chaque couple dessinait sur le sable. Pour la première fois, j'ai trouvé un article européen. J'ai ensuite attendu l'Enoden, le train que j'avais mentionné précédemment. Il est en service depuis 1900 et relie Fujisawa et Kamakura sur une petite ligne d'environ 10 km. Même s'il n'est pas très rapide, comparé au Shinkansen, j'adore son côté rétro. Nous terminons cette journée avec un endroit qui contraste totalement, Akihabara. C'est le quartier le plus emblématique de la culture pop japonaise à Tokyo. À la base connu pour ses magasins d'électronique, c'est devenu aujourd'hui le centre de l'anime, des jeux vidéo et de tout l'univers otaku. J'y suis personnellement allé avec un objectif précis, trouver un vinyle et acheter des cartes Pokémon. Je vous conseille d'ailleurs le quartier de Chiyoda à Akihabara pour trouver ces cartes. Les prix sont pour la plupart du temps inférieurs à leur valeur initiale sur le marché. J'étais admiratif de voir que pour des cartes de seconde main, elles étaient dans un état pratiquement irréprochable. C'est à ce moment précis du voyage que je me suis rendu compte qu'il fallait acheter des patchs antidouleurs pour les pieds et un médicament pour mieux dormir. Malheureusement, le temps passe super vite, mais on enchaîne. Donc jour 3, Meiji Jingu, Ginza, Musenezu et Shibuya. Meiji Jingu, c'est un sanctuaire Shinto dédié à l'empereur Meiji, entouré d'une immense forêt en plein Tokyo. Dès l'entrée, tu passes sous de grands torii et tu quittes complètement l'agitation de la ville. Par chance, j'ai pu assister à une cérémonie de mariage Shinto. Au Japon, ces mariages sont très codifiés, avec des tenues traditionnelles et une forte symbolique autour de l'union et de la famille. Tout le monde était magnifique. Ici, tu vois la procession. Les mariés avancent lentement avec leurs proches vers le sanctuaire, marquant leur entrée dans un moment sacré. Je n'en dis pas plus pour vous laisser profiter de ce moment magique. Ensuite, il y a eu une autre procession, plus commune, celle des prêtres Shinto. À Meiji Jingu, ce type de marche accompagne des rituels qui ont lieu régulièrement dans le sanctuaire. Leur tenue blanche symbolise la pureté et leur déplacement lent montre le respect du lieu sacré. Après la tradition, la modernité, je suis allé à Ginza. C'est le quartier chic de Tokyo. À l'origine, le nom vient d'un ancien atelier de monnaie en argent. Et aujourd'hui, le lieu est surtout connu pour ses grandes enseignes, ses beaux bâtiments et son élégance. J'étais surpris de voir des fans d'automobiles réunis, prêts à poser pour ma photo. Si vous êtes fan d'architecture, n'hésitez pas à prendre le temps de contempler les bâtiments. Je suis ensuite allé au Musenezu. Il est connu pour son architecture dès l'entrée, un long passage couvert et imaginé par Kengo Kuma. À l'intérieur, tu y trouves aussi un grand jardin japonais à parcourir. Personnellement, j'ai passé plus de temps dans le jardin que dans le musée. L'exposition ne pouvait malheureusement pas être filmée, mais le musée conserve une collection privée d'environ 7600 œuvres, dont plusieurs trésors nationaux. C'est parti pour Shibuya. Shibuya, c'est l'un des quartiers les plus animés de Tokyo, avec son célèbre carrefour où tout le monde traverse en même temps. Chaque jour, des milliers de personnes passent par là, ce qui en fait l'un des endroits les plus fréquents au monde.
J'avais des objectifs clairs, aller au Dragon Ball Store, au Pokémon Center et au Nintendo Store. Pour montrer la dimension spectaculaire du lieu, vous devez me trouver dans l'image suivante. Et oui, je suis là. J'en ai profité pour acheter une petite pochette pour mon passeport. Boom. Et le fameux, le Graal, le Pikachu doré des 30 ans. J'ai dû vraiment aller dès l'ouverture et c'était un petit peu la guerre, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc n'hésitez pas à faire les magasins, normalement vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Il y avait aussi cette fameuse bataille pour traverser la place le plus rapidement possible et pouvoir faire sa meilleure photo. J'ai personnellement abandonné. Pour terminer en beauté cette journée, je suis allé au restaurant Oubei Shibuya Dogenzaka. C'était un restaurant de sushi rapide, c'était exceptionnel, qualité-prix imbattable. Je ne pouvais pas partir sans prendre Hachiko en photo. Je suis rentré à l'hôtel épuisé, mais le lendemain, je devais aller à Tokyo DisneySea. Pour information, je ne suis pas un grand fan de Disney. Dès le début, j'ai été accueilli par un oiseau qui criait. Ainsi, on peut se poser la question, nous, êtres humains, nous profitons d'événements de grande ampleur, mais eux, les animaux, comment perçoivent-ils ces parcs d'attractions ? En tout cas, une chose est sûre, c'est pour moi le Disney le plus beau que j'ai vu de ma vie, passant par les Caraïbes, le Mexique, l'Italie, tout était à couper le souffle. J'ai commencé avec la Tour de la Terreur version japonaise. Le décor était vraiment exceptionnel, j'avais vraiment l'impression d'être dans un manoir entouré d'objets historiques. Le positionnement des lumières était juste parfait. C'est l'histoire d'un collectionneur d'objets, il va tous les garder dans la tour. Malheureusement, l'un des objets est maudit, et c'est là où nous, protagonistes de l'histoire, nous allons tomber de l'ascenseur. Une fois l'attraction terminée, n'hésitez pas à prendre en photo le rendu photographique sans l'acheter. J'ai ensuite croisé Tic et Tac et fait le manège aquatique sur l'eau. J'avais un petit creux, donc je me suis acheté la pizza étoile de mer. Qualité-prix, c'était correct, mais pas exceptionnel. Et j'ai aussi rencontré 2 japonaises très extraverties. Maintenant, vous connaissez la passion que j'ai pour les trains, donc pour digérer, j'ai fait ce petit tour. Je suis ensuite allé faire le voyage au centre de la Terre, une attraction emblématique de DisneySea, inspirée de l'univers de Jules Verne. C'était vraiment incroyable. En fait, j'étais vraiment surpris de voir à quel point la créature de l'attraction était réaliste. J'ai vraiment cru pendant quelques secondes qu'elle était réelle et qu'elle allait m'attaquer. Après toutes ces émotions, j'ai pris un petit gâteau au chocolat qui fait plaisir. Ensuite, je suis allé à la Reine des Neiges. Donc l'attraction est magnifique et j'ai été étonné de voir à quel point elle a duré. J'avais vraiment l'impression de voir un film ultra réaliste en temps réel. Je suis ensuite allé à l'attraction Réponse. C'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point les Japonais sont exigeants concernant la qualité et les détails. Tout est pensé au millimètre près. Chaque seconde, j'essayais de comprendre comment ils avaient réussi à faire quelque chose de si beau. J'ai pris une petite pizza avec des pâtes, puis je suis allé à la zone Toy Story. J'ai vu mon ami Monsieur Patate et l'attraction Toy Story avec les pistolets interactifs était vraiment meilleure que celui de Paris. Je trouvais que le système était très bien pensé, c'était très satisfaisant. J'ai aussi fait une attraction qui parle des idéaux de l'être humain, dont le plus connu, vouloir voler. C'était vraiment très bien pensé, très joli. On sentait que les personnes qui ont peint étaient passionnées. C'était vraiment impressionnant. Je suis ensuite allé au Carousel. C'était aussi très sympa pour une durée d'attente très courte. Enfin, j'ai terminé avec les magasins. Donc Fantasy Spring est la zone inspirée de l'Art Nouveau. C'était selon moi le meilleur magasin en termes de décoration. Je suis ensuite allé dans le magasin rétro de Mickey. Puis je suis allé à l'hôtel Miracosta. J'étais agréablement surpris par la qualité des articles. C'était très mature et élégant. J'ai pris pour mes parents cette boîte de chocolat Art Nouveau et cette petite peluche. Enfin, j'ai craqué pour le train que j'ai croisé juste après durant la nuit tombée. J'étais ému de voir à quel point le parc était joli de nuit. Chaque paysage semblait exister depuis des centaines d'années. Je voulais enfin te remercier d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et terminer avec le magnifique spectacle de lumière nocturne.
Encore merci d'avoir voyagé avec moi. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo, même si c'était long et fastidieux, ça en a valu la peine. L'aventure continue, il y aura 2 autres vidéos, une pour Kyoto et une pour Osaka, que je vous invite à voir dès que possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et à me donner des suggestions d'amélioration. Bye bye!